Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va parler de rhétorique. Alors, arrêtez pas tout de suite d'écouter. Pourquoi est-ce qu'on parle de rhétorique? Pourquoi j'ai envie de vous parler de rhétorique aujourd'hui? Parce que c'est un sujet que j'ai découvert il y a quelques mois, suite à la préparation d'un cours que je donne d'argumentation et de négociation. Et puis, je suis tombé en faisant mes recherches sur un bouquin d'Olivier Reboul qui s'appelle Introduction à la rhétorique. Et j'ai lu ce bouquin et ça m'a beaucoup intéressé. Avant d'aller plus loin, je vous parle de rhétorique parce que on est toujours en train de communiquer avec les gens, on est toujours en train d'essayer de faire passer des messages, comme on dit souvent, de convaincre les gens, et on fait ça de manière parfaitement intuitive, ce qui est très bien. Et moi, en fait, j'avais envie de mettre pas nécessairement un cadre, mais disons des repères pour vous permettre de savoir quand vous devez argumenter, quand vous devez persuader, quand vous devez convaincre. Qu'est-ce qui est en train de se jouer, à quel moment, et comment est-ce que ça se joue. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler de rhétorique aujourd'hui. Première chose à faire, vous me direz, c'est déjà de définir ce que c'est la rhétorique. Alors tout le monde n'est pas d'accord, c'est un de ces termes un peu comme la motivation ou l'intelligence. Il y a plusieurs définitions qui s'affrontent. Moi j'en ai choisi une qui est très simple, la rhétorique c'est l'art de convaincre. C'est, je dirais, la version grecque de la rhétorique telle que codifiée par Aristote. Il y a une autre rhétorique qui est plutôt la rhétorique romaine, qui est plutôt l'art de bien dire, qui est plutôt tout ce qui va concerner plutôt les figures de style, dont on va parler d'ailleurs aussi. Mais moi, je me base plutôt sur la définition grecque parce que pour moi, elle est plus large et donc elle peut être beaucoup plus utile dans notre vie moderne de tous les jours. Bon. Rhétorique, art de convaincre. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on le positionne, par exemple, avec une démonstration? Est-ce que c'est la même chose? Démontrer, convaincre, c'est la même chose? Est-ce que croire quelque chose, ça suffit finalement à convaincre quelqu'un et en fait, j'ai 2-3 éléments que je vais vous donner. Le premier, c'est une phrase que j'ai trouvée dans le bouquin d'Olivier Reboul qui pour moi est extrêmement intéressante. Il dit la chose suivante: entre la démonstration scientifique et l'arbitraire des croyances, il existe une logique du vraisemblable, la rhétorique. Et ça, c'est cool. Parce qu'en fait, vous voyez qu'on a deux extrêmes. On a d'un côté la démonstration scientifique, qui est précise, qui est presque un peu désincarnée finalement, qui est assez mathématique, d'un côté. Et de l'autre côté, on a la croyance. Mais la croyance, du coup, qui est parfaitement personnelle, subjective, à aller essayer de discuter avec un chrétien, par exemple, de sa croyance en Dieu. On part tellement de présupposés différents que c'est extrêmement difficile en fait à faire. Et Reboul nous dit, en fait, entre ces deux extrêmes, qui en fait tout le champ du discours et de la communication humaine, tout ça en fait c'est la rhétorique. Ça veut dire c'est pas une démonstration scientifique et c'est pas simplement des croyances arbitraires qu'on peut avoir à tort ou à raison. Et donc ça c'est une première chose que je voulais vous dire. Je trouve ça vraiment intéressant. La deuxième, c'est que l'argumentation et démonstration, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'argumentation, elle s'adresse toujours à un auditoire. Une démonstration, vous l'écrivez dans un bouquin, vous la faites pour elle-même. L'argumentation, pas. Puisque c'est l'art de convaincre, la rhétorique. Dans la rhétorique, il y a donc la partie de l'argumentation, et la partie de comment on délivre l'argumentation, l'oratoire, l'élément oratoire. Mais l'élément argumentatif, il est toujours vers une personne, vers un ensemble de personnes, vers un public. Donc ça, c'est une grosse différence avec la démonstration. La démonstration peut s'exprimer en termes mathématiques ou logiques, alors qu'une argumentation, elle s'exprime toujours en langue naturelle, en langage de tous les jours. Ça, c'est une chose importante aussi, puisque ça permet évidemment de beaucoup plus grande largesse, mais aussi des petits pièges qu'on verra. Troisième chose, dans une argumentation, on va se baser sur des présupposés qu'on appelle des prémices, P-R-E-M-I-2-S-E-S, des prémices qui sont que vraisemblables. En sciences, en maths, en physique, on va faire des présupposés, qu'on appelle des hypothèses, qui sont en général elles-mêmes déjà prouvées, ou déjà prouvables. Et donc là, dans le cas de l'argumentation, c'est pas le cas. Les présupposés qu'on a, ils sont vraisemblables, mais en fait, on pourrait très bien être attaqué sur ces présupposés-là.
Quatrième différence entre une argumentation et une démonstration, la progression de l'argumentation va dépendre de l'orateur et de l'auditoire. En fonction de comment réagit mon auditoire, ou la personne que j'ai en face de moi, je vais devoir adapter ce que je dis. Une démonstration, c'est pas le cas. Elle se déroule du haut en bas. Et finalement, ce qui rend le truc intéressant, c'est que la conclusion d'une démonstration n'est pas contestable, alors que la conclusion d'une argumentation est toujours contestable. C'est le but, puisqu'on est dans le vraisemblable. On va essayer de convaincre quelqu'un, il peut toujours nous donner des contre-arguments. Donc, l'art de convaincre, la rhétorique, il y a une partie argumentative, la partie structurelle, quels arguments on amène, dans quel ordre, comment ils sont construits, première partie. Deuxième partie, tout ce qui est l'élément oratoire, la manière dont je vais livrer cette argumentation. Une argumentation orale, du coup, c'est celle qui va nous intéresser parce que je suis pas sûr qu'on soit très nombreux encore à argumenter par écrit. L'argumentation orale, il y a deux ennemis mortels de l'argumentation orale qui sont l'inattention et l'oubli. Les gens, vous savez très bien, on dit toujours qu'on a comment est-ce qu'on appelle ça, attention span, un niveau d'attention, une durée d'attention qui est réduite. Les gens parlent maintenant de quelques minutes plutôt que d'avoir les 10-15 minutes habituelles. Et donc il faut continuellement, quand je suis en train de convaincre quelqu'un, d'argumenter avec lui, le maintenir à flot, le maintenir attentif, et puis pour que l'argumentation reste, il faut qu'elle soit pas oubliée. Pour que les gens soient convaincus, il faut qu'ils puissent refaire le chemin eux-mêmes, presque seuls. Alors, ceci étant dit, on a en fait une procédure d'argumentation en 4 parties. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle en grec le eurésis, donc c'est l'invention de la partie argumentaire. C'est la création de l'argumentaire. La deuxième partie, ce qu'on appelle en grec le taxis, c'est la disposition. Taxis, entre parenthèses, qu'on retrouve dans le mot taxonomie par exemple. Donc la disposition des mots. Donc là, c'est la disposition du discours. Est-ce qu'il y a une introduction ou pas, une conclusion, ça on verra. Troisième partie, ce que en grec c'était le lexis, donc la rédaction, la partie comment est-ce qu'on va donner les arguments, qu'est-ce qu'on va utiliser comme mot, lexis on retrouve dans lexique par exemple. Et puis le dernier, c'est peut-être le plus important ou un des plus importants, c'est en grec hypocrisis, qui est l'action, qui est livrer le discours, qui est donner l'argumentaire à la personne. Alors, on va prendre les 4 parties les unes derrière les autres, en prenant des exemples pour bien illustrer de quoi il s'agit. Alors, première partie, eurésis, l'invention du discours. Il peut y avoir plusieurs auditoires différents. Alors les Grecs à l'époque, il y avait 3 types d'auditoires. Il y avait un auditoire qu'on appelle judiciaire, c'est-à-dire plutôt avec des gens où on va essayer dans un auditoire de tribunal par exemple, typique, où on va avoir des faits à juger, on va avoir quelque chose à accuser ou à défendre, ou quelqu'un à accuser ou à défendre, et donc on va avoir des arguments de type logique, déductif. Je ne vais pas beaucoup parler de celui-là parce que finalement, je pense que c'est pas notre quotidien. On a un deuxième type de discours qui est le discours délibératif, qui est devant une assemblée, où là c'est plutôt on va discuter, on va conseiller, on va déconseiller, on va essayer de faire des projections sur le futur. Très intéressant parce que ça, typiquement, c'est le discours politique. Quand quelqu'un va venir parler en assemblée ou à la télévision d'un sujet, c'est un style de discours délibératif. Et donc là, et ça vous le voyez très bien si vous écoutez Infrarouge ou d'autres émissions politiques, l'argument est plutôt de type inductif. C'est quoi l'argument inductif? C'est on part d'un exemple et puis on généralise à quelque chose de plus global. J'ai croisé l'autre jour un migrant assis sur un banc à 4h30 de l'après-midi. C'est scandaleux, ça veut dire que notre politique de soutien des migrants est beaucoup trop laxiste. Alors, après, notre travail d'expert en rhétorique et en argumentation, c'est de vérifier la teneur et la force de cet argument-là, par exemple, et donc ça, on pourrait le faire. Puis, troisième type de discours, alors c'est un discours qui s'appelle épidictique, où là, l'idée, alors c'est plutôt un discours qu'on va faire à un spectateur. Et donc là, ça va plutôt être, c'est plutôt quelque chose qui est dans le louer, blâmer, amplifier des choses. Je vais pas dire mentir, mais faire un peu des effets de manche, etc. Avec des mots qui seront peut-être un petit peu plus forts. Et ça,
Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le discours politique que j'ai mis dans le délibératif au début, vous voyez que de plus en plus, en fait, il devient épidictique parce que je ne fais plus mon discours pour des gens qui sont en face de moi ou pour mon interlocuteur. Mais en fait, même si je parle à mon interlocuteur, je suis en train de convaincre mon auditoire qui est devant la télévision. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez souvent dans les discours politiques les gens plus parler. En fait, ils se parlent symboliquement, mais en fait, si je suis en face de vous, je parle pas à vous, je parle à mon auditoire, à mes électeurs qui sont devant leur poste de télévision. Donc 3 types, judiciaire, délibératif, épidictique. Nous, en fait, dans le monde professionnel en particulier, on va plutôt être dans le deuxième. Le deuxième qui est le délibératif, d'accord, où j'ai des gens, on peut une équipe projet, on peut être amené à parler par exemple en réunion d'équipe, et donc là, on va plutôt être dans quelque chose de l'ordre du délibératif, donc délibérer, conseiller, déconseiller, est-ce que je dis est bon ou utile ou pas utile, est-ce que c'est plutôt ce genre de discours-là. À quoi ça nous sert de savoir ça? Eh bien, ça nous sert à savoir quel est le type d'argument qui va porter le plus. Et là, on a vu donc le délibératif que c'est plutôt le type inductif. Ça veut dire que ça sert à rien de faire une démonstration mathématique en réunion d'équipe pour prouver quelque chose. Le public n'est pas le bon. Les gens vont pas nécessairement être intéressés par ça. En revanche, on imagine que si je dois, par exemple, donner des éléments de décision à mon chef, dans un one-on-one, un face-to-face, comme on l'a vu dans le premier épisode, là, je vais lui demander en fait de juger ma proposition. Donc là, je vais pas être dans le mode délibératif, mais plutôt dans le mode judiciaire. Donc là, je vais vraiment utiliser des arguments de type déductif. Si cela est cela, alors ça veut dire que cela. Demander des vacances. Bon. Si je pars en vacances et que j'ai quelqu'un qui me remplace et que cette personne, je l'ai formée personnellement et que je me suis assuré que le service était couvert, alors tu peux me laisser partir en vacances. Ça, c'est l'argument déductif. L'argument inductif, ce serait la dernière fois que je suis parti en vacances, tout s'est bien passé, donc laisse-moi partir en vacances. Vous voyez que les deux n'ont pas du tout la même portée, pas du tout la même force. Bon. Maintenant, toujours dans la partie invention, donc dans la partie où on va créer le discours, l'argumentaire, deuxième élément, c'est ce que moi j'ai appelé les essences d'arguments, parce que Reboul, dans son bouquin, ne donne pas de titre à ça. Et ça, c'est fondamental. 3 essences d'arguments. Ethos, pathos, logos. Ethos, on est dans l'affect, on est dans l'émotion. Et c'est l'émotion de l'orateur. Ce que ça veut dire, c'est que c'est le caractère que prend l'orateur pour inspirer confiance à son auditoire. Donc on peut résumer ça finalement à la confiance mutuelle et ou partagée que je peux avoir avec mon auditoire. Ça, c'est l'ethos. Pathos, on est aussi dans l'affect, on est aussi dans l'émotionnel, mais c'est le de l'auditoire. Et ça, c'est l'ensemble des émotions et sentiments que l'orateur doit ou peut susciter dans son auditoire pour être convaincant. Troisième essence d'argument, logos, la partie rationnelle, c'est l'ensemble des arguments utilisés par l'orateur avec son auditoire. Et donc, vous voyez que dans le logos, dans la partie rationnelle, on va utiliser soit de déductif, soit d'inductif. Soit d'une démonstration, comme je l'ai faite avec les vacances, si ça et ça, alors ça, ou bien, plutôt dans l'inductif, la dernière fois que, exemple, et donc généralisation. Ces 3 éléments sont absolument essentiels, parce qu'en fait, nous, quand on veut convaincre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On fait du logos. Parce qu'on est dans une société rationnelle, qui se veut, qui n'est pas du tout, mais qui se veut rationnelle. On a un discours rationnel, les gens vous disent des mots qui paraissent rationnels. Et donc, on ne met que très peu d'émotionnel, ou pas. Et donc, c'est très intéressant. Ce logos, on a l'impression qu'il n'y a que comme ça qu'on peut convaincre les gens. Or, ce que nous disent les Grecs morts depuis 2500 ans, c'est que si vous voulez convaincre quelqu'un de quelque chose, vous ne pouvez pas que argumenter. Si vous faites que de l'argumentation, en fait, dans le sens que du logos, vous faites quoi? En fait, vous faites une démonstration. Alors, il y a des gens à qui ça peut fonctionner. Imaginez, vous êtes avec un collègue qui est du même service que vous, qui a la même technicité que vous, je sais pas, c'est aussi un RH, ou c'est aussi un comptable, ou c'est aussi un chef de prod, ou je sais pas quoi, et que vous faites une démonstration logique, étant donné que vous avez peut-être les mêmes prémices, les mêmes fondements, les mêmes préjugés, les mêmes présupposés, peut-être que ça peut fonctionner. Mais en fait, ce que nous disent les Grecs, c'est que c'est pas ça qui va faire fonctionner
la conviction, le fait de le convaincre. C'est que non seulement les arguments vont être bons, mais en plus de ça, il y a une confiance mutuelle, ethos, et en plus de ça, vous parlez à ses émotions, pathos. Et ça, c'est essentiel. Le seul truc que vous devez retenir, enfin, vous devez rien du tout, hein, mais vous pouvez retenir de ce podcast, c'est vraiment ces 3 éléments qui sont essentiels pour convaincre quelqu'un de quelque chose. Ça, c'était la première partie, donc l'invention, Eurésis, on a déjà, il y a du lourd qui est tombé, hein, ethos, pathos, logos, ça vraiment, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous être utile. Deuxième chose, la disposition, taxis, il y a plusieurs périodes, plusieurs moments dans, on peut dire un discours ou dans une argumentation. Le moment du début, qu'on appelle l'exorde, c'est l'introduction. Alors, à votre avis, l'introduction, est-ce qu'on va plutôt faire de l'ethos, plutôt du pathos ou plutôt du logos? Qu'est-ce que vous en pensez? L'introduction, je démarre mon discours, mon speech ou ma réunion d'équipe. Ben oui, évidemment. On va vérifier, tester, établir la confiance avec l'auditoire, avec mon chef, avec les collègues. Donc, ethos. D'accord? Donc, l'introduction a comme but de rendre l'auditoire attentif et bienveillant. D'ailleurs, vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, au début d'une conférence ou d'un meeting, il faut toujours la bonne blague du début. C'est un symbole social qui fait que les gens se crochent, se font confiance, et donc voilà, il a fait sa blague, il nous a montré qu'il était capable, comme tout le monde, de faire la blague du début, donc on peut commencer à l'écouter. Donc ça, c'est l'exorde, introduction. Ensuite, alors, ça peut bouger, hein, on n'est pas obligé de les faire dans cet ordre-là. Il y a la narration, c'est l'exposé des faits. L'exposé, typiquement, de qu'est-ce qui s'est passé, ou des choses qui sont établies. L'objectif, là, c'est relativement clair, bref, et de montrer sa crédibilité. Donc, l'objectif, vous voyez, crédibilité, c'est aussi dans l'ethos, la confiance avec l'auditoire, mais là, on va utiliser comme mot plutôt une orientation logos, un mot, des faits très objectifs, en tout cas les plus objectifs possibles. Ensuite, juste après l'exposé des faits, eh bien en fait, c'est l'exposé des preuves et des réfutations. Ça veut dire l'ordre des arguments. On va donner les arguments. Alors si on prend un exemple, on imagine, je sais pas moi, une réunion d'équipe dans laquelle le chef doit annoncer que faut bosser 42 heures plutôt que 40. Voilà, ce qu'on aime toujours. Bon. Alors, l'introduction, il fera peut-être la petite blague du début, il va peut-être dire, je suis très content du travail, essayer de manipuler les gens pour les mettre de bonne humeur, ce qui n'est pas une bonne idée, mais ça peut faire partie de cet exorde. Donc, j'établis le contact, très bien. Narration, l'exposé des faits. Dans l'exemple que j'indique là, on peut dire, vous savez que l'entreprise a fait des déficits l'année dernière. Vous savez qu'on a dû licencier 10% de nos effectifs l'année dernière, que ça a été très difficile, très mal vécu. D'ailleurs, moi aussi finalement, je l'ai peut-être mal vécu. Ça n'a pas été facile. En parenthèse, vous voyez, on est plus vraiment dans les faits là. Je fais un petit peu de pathos, parce que pour leur faire sentir ou plutôt de l'éthos, que je suis avec eux. Je suis comme eux. Moi aussi, ça a été pénible. D'accord, on établit la confiance réciproque. Donc les faits sont ceux-là. Maintenant, dans la troisième partie, la partie confirmation, je vais donner mes arguments. Preuves et réfutations, donc orientation très logique. Et donc, nous devons travailler 42 heures plutôt que 40. Pourquoi? Parce que ça nous permet, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et je pense que grâce à ça, nous allons pouvoir, numéro 4, numéro 5. Vous pourrez me dire que, réfutation, on pourrait aussi faire autrement. Nous y avons réfléchi, et etc. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'accord? Alors, il y a une question qui vient souvent à ce moment-là, c'est si j'ai 3 arguments, par exemple, dans quel ordre je les donne? Parce qu'ils n'ont pas tous la même force, la même puissance. Est-ce que je commence par le plus faible et je finis par le plus fort? Et en fait, la seule référence que j'ai trouvée, c'est Cicéron qui nous dit faites fort, faible fort. Commencez par un fort, un argument qui a de la puissance. Mettez comme second argument un argument un peu plus faible et terminez avec un argument fort. Alors, est-ce que le troisième est plus fort que le premier? Ça, il ne l'indique pas, mais ça fait pas mal de sens. Au début, un argument fort pour capter l'attention, et à la fin, un argument fort pour marquer les mémoires. D'accord? Ensuite, il peut y avoir pendant ce discours un moment de détente, un moment de plaisanterie, un moment de détente d'atmosphère. Et donc là, on tape et dans l'éthos, la confiance mutuelle, et dans le pathos, pour faire plutôt susciter des sentiments plutôt positifs chez les gens. Et puis, on a la dernière partie qui est intéressante, qui s'appelle la péroraison, qui est la conclusion. Et donc là, il y a toujours, c'est pas vrai, mais il y a 3 parties possibles. La première, c'est ce qu'on appelle l'amplification. Ça veut dire qu'on va insister sur une caractéristique qui a plu à l'auditoire.
D'accord. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné avec les 42 heures, quelque chose qui aurait plu à l'auditoire, c'est par exemple la possibilité de faire un jour de home office dans la semaine. Donc on va dire, voilà, en conclusion, le travail des 42 heures, je sais que c'est pas facile, mais comme on l'a dit, vous aurez la possibilité de travailler un jour par semaine à la maison. Ensuite, provoquer dans l'auditoire quelque chose qui peut les réjouir ou qui va c'est ce qu'on appelle le pathos, la passion, dans la conclusion. Donc voilà, je me réjouis de pouvoir mettre ça en place avec vous parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment parti d'un bon pied ensemble grâce à cette réunion. Je vous suis très reconnaissant qu'on ait pu discuter aussi ouvertement. Et puis troisième partie, ce qu'il appelle la récapitulation dans le logos, qui est juste le résumé de l'argumentation. Et donc nous travaillerons 42 heures plutôt que 40 parce que ABCD. Donc la disposition, les 5 moments, l'introduction, la narration, l'exposition des faits, la confirmation, donc l'exposition des arguments, ce qu'on appelle la digression, le moment de détente, et puis finalement la péroraison qui est la conclusion. Cette disposition, on peut la mélanger, à part le début et la fin. Vous verrez d'ailleurs qu'en fonction de la personne en face de vous, vous allez passer de l'un à l'autre de manière tout à fait fluide. On fait ça tout à fait instinctivement. Alors, dans la partie rédaction, donc l'exis, ça peut être assez long, parce qu'en fait, maintenant, il y a comment je vais dire ces choses-là. Et les Grecs avaient, et les Romains aussi après eux d'ailleurs, dans la rhétorique romaine, tout ce qu'on appelle les figures de style. Alors, si je vous dis de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, c'est une figure de style. C'est ce qu'on appelle une figure de rythme, qui capte l'attention des gens. JFK qui dit We go to the moon not because it is easy, but because it is hard. Vous voyez, il commence par une négation avant de dire pourquoi est-ce qu'on y va. Et donc ça, ce sont des figures de style qui captent l'attention des gens, qui captent leur imagination. Et donc c'est très utile d'en connaître quelques-unes. Alors il y en a des dizaines. Alors je ne vais pas toutes vous les donner. Je vais vous donner celles qui à moi me semblent les plus intéressantes pour vous parce qu'on les utilise. On peut les utiliser. Donc, la figure de rythme, si vous l'avez, pourquoi pas, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, on peut dire autre chose. De la bière, encore de la bière, toujours de la bière, pourquoi pas. Il y a aussi des figures de rythme qui sont au niveau de l'équilibre. Boire ou conduire, il faut choisir. On a une rime à 4 au début et une rime à 4 après. Boire ou conduire, 4, il faut choisir, 4. C'est assez équilibré, ça frappe l'esprit, c'était vraiment, c'est vraiment quelque chose qui peut nous marquer. Ensuite, une que j'aurais envie de vous donner, c'est la métaphore, qui est une figure de sens. Donc une métaphore, c'est quoi? C'est on désigne une chose par le nom d'une autre avec laquelle il y a un rapport de ressemblance. Exemple, on dira Joséphine est belle comme une rose. On compare Joséphine, qui est un être humain, avec une rose, qui n'est pas un être humain, mais elle partage une caractéristique, dans ce cas-là, la beauté. Ou bien on dira Pierre est grand comme un géant. D'accord? Alors vous voyez qu'on peut même aller plus loin en disant Pierre est un géant. Alors en fait, on fait 2 figures de style l'une dans l'autre, on fait la métaphore et en plus la soustraction, l'ellipse. C'est-à-dire qu'on enlève des mots qui seraient nécessaires. Donc c'est assez puissant. Pourquoi la métaphore marche bien? Parce qu'alors elle ouvre l'imaginaire des gens, et donc vous savez que l'imaginaire c'est l'émotionnel. Et donc une métaphore qui porte est une métaphore qui est extrêmement puissante. Le mur de Trump, je suis pas sûr que lui, dans sa tête, il veut vraiment, peut-être, je suis pas dans sa tête, évidemment. Je serais peut-être pas en train de vous parler si c'était le cas. Mais est-ce qu'il voulait vraiment construire un mur avec des briques? Je suis pas sûr, mais la métaphore du mur, la séparation, la solidité de la nation, le rejet des migrants qui viennent se faire tout un tas de choses innommables dans notre pays. La métaphore, elle est très très puissante. Une autre figure de sens importante, c'est l'hyperbole. L'hyperbole, c'est l'exagération. Par exemple, je suis mort de fatigue. Ça aussi, on voit qu'on va plus loin que ce qu'on pourrait vraiment dire, et de nouveau, ça capte l'imagination, ça chope l'attention, et donc ça peut être utile. Je dirais qu'il y en a d'autres dans les figures de sens qu'on ne va pas voir. Il y a dans les figures de construction de la phrase, on a vu l'ellipse, donc enlever des mots, ou bien on finit pas la phrase. Alors on appelle ça une aposiopèse, alors vous l'oubliez aussi vite que vous l'avez entendu, mais c'est par exemple, vous dites... ouais, effectivement, si ça se passe comme ça, et puis en fait vous finissez par la phrase, parce que vous attendez à quoi? Parce que les gens la finissent eux-mêmes dans leur tête. Mais comme vous aurez eu tout le discours avant, quelque part vous aurez suscité cette fin chez eux, et donc ils auront l'impression qu'ils l'ont pensé eux-mêmes, alors qu'en fait, c'est pas le cas, c'est vous qui leur aurez suggéré.
Il y a ensuite, alors on a vu des figures de mots, rythme, etc., des figures de sens, des figures de construction. Et maintenant, il y a une figure de pensée, dont une qui est l'allégorie. Alors comment est-ce qu'une allégorie est différente d'une métaphore? Une allégorie, c'est vraiment une description où tout est métaphorique. Par exemple, quand c'est une boîte qui faisait des huiles pour moteur, je crois que je sais plus si c'est Esso, non Esso c'est de l'essence. Bref, il disait mettez un tigre dans votre moteur. On peut pas mettre un tigre dans le moteur. Le tigre, c'est quoi? C'est l'huile. Donc en fait, toute l'image est une allégorie. Pierre qui roule dans ma spam, c'est aussi une allégorie. Donc une allégorie, c'est vraiment quelque chose qui est détaché de la réalité, mais dont le sens, en revanche, est extrêmement réel. Il y a une vraie vérité dans le sens qu'on va donner. Alors il y a d'autres figures de pensée, l'ironie, que vous connaissez, d'accord. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, qu'on fait souvent, d'ailleurs qu'un ancien président faisait souvent, qui s'appelle une prolepse, une prétérition, c'est « Je ne vous dirai pas que... je ne vais pas vous raconter comme ce voyage a été terrible, la fatigue qu'il a provoquée chez cette personne, la frustration chez les enfants. En fait, vous êtes en train de raconter, mais vous venez de le dire que vous ne allez pas le raconter. Donc c'est aussi une figure de style intéressante. Et puis l'autre dont je voulais vous parler, c'est justement le prolepse, devancer l'argument. On nous dit que les migrants sont dangereux. Eh bien, moi, je vous dis que c'est une chance pour la Suisse. Ça, ce serait une prolepse. D'accord? Donc, on fait semblant de prendre l'argument contraire, et en fait, on le retourne à son avantage. Le président français qui faisait toujours ça, j'en entends qui disent... Hollande, c'est un grand spécialiste du prolepse, de la prolepse. Voilà, il y en a plein d'autres qui sont très intéressants, mais c'est parmi celles qu'on a données, vous en reconnaîtrez peut-être certaines que vous utilisez. Et donc toutes ces figures de style, le but qu'elles ont, c'est vraiment de capturer l'imagination, de capter l'attention, de marquer les esprits. Faut pas le faire trop parce que effectivement sinon les gens vont se lasser. Mais vous en reconnaîtrez certaines dans les discours, dans les peut-être certaines phrases que disent certains de vos amis qui vous marquent. Eh bien ça, ce sont les figures de style qui sont très utiles pour convaincre un auditoire ou une personne à qui vous parlez. Alors on arrive à la quatrième phase. Donc on a vu la phase de création, Eurésis, la phase de disposition, comment est-ce qu'on organise tout ça, Taxis, la phase de rédaction, les figures de style, Lexis, et finalement l'action. Maintenant il faut livrer le discours. Et là c'est l'éloquence qui va entrer en jeu. Alors l'éloquence, c'est une science à part. Je vais pas vous faire tout un chapitre maintenant. Je vais juste vous donner quelques éléments qui pour moi sont importants. Quand nous parlons, pour peu que les gens soient en face de nous, les gens vont nous voir. Et donc, il y a une partie de l'action qui est une partie physique, qui est une partie de gestes, de mouvements, de signes sur le visage. Et donc, ça fait énormément partie de la dynamique d'un débat télévisé, ou regardez autour de vous, regardez dans une réunion d'équipe, par exemple, les gens, comment ils bougent quand ils parlent. Et vous verrez tout de suite que, en fait, ils disent beaucoup de choses sur ce qu'ils sont en train de penser, même s'ils ne le disent pas. Visage et gestes, très important. Et typiquement, le sourire est une forme universelle de détente et de calme, alors que les gestes, c'est plus compliqué. Il y a des gestes qui peuvent être interprétés différemment en fonction des sociétés. Par exemple, je me souviens, j'avais fait une fois un assessment dans une boîte pour laquelle je bossais, et quand je réfléchis, j'ai tendance à me mettre en arrière sur ma chaise, pas couché sur ma chaise, mais vous voyez vraiment en arrière, les bras croisés et une main sous le menton. Et c'est comme ça que j'écoute le mieux. Et au retour de l'assessment, les gens m'ont dit ouais, vous êtes trop détendu, vous donnez pas l'impression d'être sérieux, vous prenez les choses à la légère. Et puis en fait, j'ai vraiment pas compris d'où ça venait. Et en fait, je pense que ça vient de là. Je pense que j'ai pas montré une attitude, une posture. Je viens de me redresser sur ma chaise d'ailleurs pendant que je suis en train de vous parler. J'ai pas montré une posture de sérieux qui est plutôt une posture droite, le dos droit, les mains posées devant soi, etc. Bon, donc ça a une importance. Et puis l'autre outil, évidemment, qu'on a dans la partie de l'action, à part le corps, je dirais les gestes, c'est la voix. Et la voix a une énorme importance, en particulier au niveau de deux choses, le ton et le rythme. Alors, la voix, c'est comme la musique. Et il y a vraiment des similitudes qui sont intéressantes entre la manière dont on a de parler et la manière dont on a de comprendre ou de faire de la musique. Le ton et le rythme, alors le rythme, c'est évident, c'est ce que je fais des silences quand je parle. Je viens d'en faire un, ça fait bizarre, une seconde, c'est déjà beaucoup. Et ça, c'est un instrument qui est extrêmement puissant. Vous posez un argument,
Vous mettez 2 secondes de silence. Et les gens vont, ah ouais, ça c'est important ça, ok, d'accord. Le rythme, c'est aussi la manière dont je parle. Là, moi je parle trop vite. Même pour ce podcast, je parle trop vite, d'ailleurs je bégaye certaines fois. Mais si subitement, je me mets à parler de cette manière, vous allez tout de suite comprendre quelque chose qui se passe. Donc, c'est important ce qu'il est en train de dire là. Bon. Et puis, il y a le ton de la voix. Le ton de la voix, c'est plusieurs choses. C'est, est-ce que je parle en bas? Est-ce que je parle en haut? Est-ce que je finis mes phrases en bas? Est-ce que je finis mes phrases en haut? Est-ce que ça monte et ça descend? Est-ce que c'est très monotone? Je parle toujours avec la même voix, un petit peu comme un robot, parce que vous comprenez quand j'ai quelque chose à dire. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes pour le discours. Et puis, il y a aussi la manière dont on accentue les consonnes. Si je dis, je ne veux pas que tu recommences. Ou si je dis, je ne veux pas que tu recommences. J'ai parlé avec le même volume, je parle à peu près au même rythme, par contre j'ai accentué les consonnes. Vous voyez que le sentiment à l'écoute est vraiment très différent. Et donc ces 3 choses-là, donc tout ce qui est geste corporel, le visage et la voix, peuvent donner vraiment beaucoup de puissance à un discours. Les gestes, de nouveau, regardez les gens qui parlent autour de vous, vous verrez qu'est-ce qu'ils disent, comment ils peuvent améliorer ou au contraire interférer avec leur discours. Voilà, ça fait beaucoup, je sais, mais c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant. Maintenant, il y a une question que j'ai pas abordée, qui sera la dernière. Mais est-ce que convaincre, c'est manipuler? Parce qu'en fait, dans ce que je vous ai donné, il y a tout un tas de potentiels manipulatoires, en fait. On parle aux émotions des gens, on va leur dire des choses qui leur plaisent. Est-ce que c'est manipuler? J'ai pas de réponse absolue à vous donner. Je pense que le contexte a une importance. Un exemple que je donne en formation quand je parle de ça, c'est la chose suivante. Imaginez que vous allez dans un magasin, que le vendeur s'approche de vous, et puis qu'il vous fait un argumentaire. Quelque part, est-ce qu'il peut vraiment être en train de vous manipuler? Bon, quelque part, pas vraiment. Vous savez très bien qu'il va essayer de vous vendre un truc, c'est son job. Donc, vous êtes préparé, vous êtes en alerte. Donc c'est beaucoup plus difficile, voire même impossible de vraiment vous manipuler. Alors, il y a des techniques de vente qui sont très très bonnes, qui permettent toujours encore de manipuler, on en parlera peut-être une autre fois, mais ça me semble plutôt là être de notre ressort à nous, personnes qui entrons dans le magasin, d'être attentifs à ce que le vendeur est en train de nous dire ou en train de nous suggérer. Imagine un autre cas maintenant, vous êtes à la pause avec un copain qui vous dit, qui vous parle d'un produit qu'il vient d'acheter, qui est top, qui est génial, vraiment, le truc il est génial, tu sais, ça fait ça et ça, et en plus il est pas cher, vraiment, moi je te recommanderais de l'acheter. Franchement, c'est que du bien, quoi. Le machin, vous l'achetez, vous apprenez 2 semaines plus tard qu'en fait, il a touché une com sur le truc que vous avez vendu, que vous avez acheté. Là, il vous a manipulé. Il n'y avait pas de moyen pour vous de détecter, de voir qu'il était en train de vous convaincre de quelque chose que finalement vous vouliez pas forcément faire avant de parler avec lui. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est évidemment votre propre éthique personnelle, votre propre déontologie personnelle. Dans un autre cours, quelqu'un me disait, mais dans justement le cours de négociation, il travaille au département fédéral des affaires étrangères. Et il dit, mais des fois, il y a des enjeux qui sont tellement énormes. Et je me dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas manipuler les gens pour obtenir quelque chose de très très bon? C'est même pas forcément pour la Suisse, ça peut être même des fois, on se bat, des fois ils nous disaient, mais on se bat nous pour leur population à eux, en fait. Par exemple, dans le cadre comment est-ce qu'on verse les rentes AVS dans les pays étrangers? Il y a des pays où c'est un tel bordel, en fait, les rentes arrivent jamais. Et donc la Suisse propose activement des solutions pour que les rentes soient versées à leurs propres citoyens dans leur propre pays. Mais comme c'est des gens qui ont travaillé en Suisse, on leur doit de l'argent. Et donc la personne disait mais ouais, c'est vraiment important pour ces gens-là, ce sont des ressources de revenus qui sont intéressantes. Donc est-ce qu'il faudrait pas les manipuler, vraiment les convaincre avec tout ce qu'on peut utiliser comme artifice pour qu'ils fassent? Et là, la réponse que je lui ai faite, c'est ce que je viens de vous faire. C'est une question d'éthique personnelle, c'est une question d'éthique d'institution, c'est une question d'éthique institutionnelle. Ma boîte, comment elle fonctionne quand ça se passe comme ça. C'est une discussion intéressante avec le patron, avec le chef. Mais toi, tu ferais quoi dans ce cas-là? Tu utilises, tu manipules? Vous êtes bien des gens ou pas? Donc là, on entre dans un débat philosophique qu'on va pas trancher ici. Mais la manipulation est quelque chose qui existe, c'est clair. L'art oratoire, la rhétorique peut servir à manipuler, mais pas que. Je reprends ce que j'ai dit au début. On n'a pas le choix, en fait. C'est soit on se forme et on comprend la puissance de la rhétorique et son utilité, soit il nous reste les croyances, chacun pense ce qu'il veut et on partage plus, on discute plus. Soit on fait que des démonstrations scientifiques. Et là, bonjour.
Les gens qui aiment pas la logique, qui aiment pas les maths. Donc, en fait, on est obligé d'un peu d'être dans ce milieu du vraisemblable, qu'on va essayer de convaincre les gens que ce qu'on dit n'est pas complètement débile et que ça pourrait même peut-être être utile pour tout le monde, pour eux ou pour moi, de penser cela. Voilà, j'ai terminé ce podcast sur la rhétorique. Si vous avez des questions, vous avez des choses qui vous intéressent, contactez-moi, réseaux sociaux, mail. Je serai très content de pouvoir en parler avec vous. Et donc, merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Ciao.